Bonsoir. Bonsoir pour ce nouveau live de Nabla. On est très content de vous voir arriver sur la plateforme. Et ce soir, on a une soirée sur la contraception. On va interroger le professeur Chabert-Buffet, le docteur Nathalie Chabert-Buffet, qui est endocrinologue et très spécialisée dans la contraception et dans la médecine de la reproduction. Et elle va nous répondre à toutes les questions que vous avez sur la contraception et en particulier sur la pilule, puisqu'il y a beaucoup d'idées qui circulent autour de la contraception, d'idées fausses sur la pilule. Et c'est bien qu'on puisse poser les questions et qu'on puisse avoir les informations justes par une grande spécialiste. Voilà, donc on vous voit tous arriver. J'attends que Nathalie Chabert-Buffet se connecte. Je vous vois tous vous connecter, c'est une très bonne chose. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on pourra répondre en direct. Voilà, tout le monde arrive. J'attends que Nathalie Chabert se connecte. Voilà. Ça devrait le faire très vite. Voilà. Posez vos questions d'ici là, comme ça on pourra répondre. On a déjà noté tout un tas de questions que vous nous avez posées sur le site de Nabla. Voilà, et n'hésitez pas à poser les questions, même celles qui vous paraissent incongrues. Voilà, je crois qu'on va être connecté avec le professeur Chabert-Buffet qui est en vacances et qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer à ce live de son lieu de vacances. Voilà, la connexion est en train de se mettre en place. Nathalie, est-ce que tu es dans les parages? Ça vient. Voilà, je vois déjà les questions qui défilent. On va avoir de quoi discuter ce soir. Vidéo, on va recommencer. On voit d'autres intervenants qui se connectent. Et on attend Nathalie Chabert-Buffet. Bon. Alors, elle s'est connectée. Je pense qu'elle a eu un problème de connexion. Alors, on a déjà les questions sur le stérilet, sur la pilule, et même des questions, je vois, qui passent sur la contraception masculine. Je pense qu'on prendra le temps d'y répondre aussi. Alors, je retente une connexion. Après, on a des questions autour de la contraception ensuite de couche chez les jeunes femmes qui ont accouché. Ça y est. Ça y est. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Je suis désolée, il y a eu un petit problème technique à la connexion. J'expliquais que tu es en vacances et que c'était très gentil de répondre à nos questions ce soir. Avec plaisir. Bon. Alors écoute, on a une question. Et donc, pour commencer, les premières questions qui sont un peu évidentes pour nous, mais c'est quelles sont les différences entre les contraceptions orales, les pilules œstroprogestatives et les pilules progestatives? Alors, les contraceptions estroprogestatives, ça, comme leur nom le décrit, en fait, ça associe des estrogènes. Le plus souvent, c'est de l'éthénylestradiol et plus récemment, maintenant, il y a de l'estradiol dans les pilules et un progestatif, donc une molécule qui est dérivée de la progestérone. Et puis, les contraceptions progestatives pures, ce sont des pilules dans lesquelles il y a des toutes petites quantités de ces molécules dérivées de la progestérone. Et donc, la principale différence entre les deux, c'est que les estrogènes dans les pilules, ça modifie, par exemple, et on en a beaucoup entendu parler, le risque de faire des phlébites, c'est-à-dire des caillots dans les veines. Voilà, donc c'est la principale différence. D'accord, mais là, tu nous donnes un élément qui est plutôt inquiétant, mais quel est l'avantage de prendre des pilules œstroprogestatives par rapport aux pilules progestatives pures? Du coup, les pilules estroprogestatives, c'est des pilules qui sont très efficaces sur le plan de la contraception.
plutôt plus que les pilules progestatives pures, qui ont de très nombreux avantages en termes d'amélioration du confort de vie. C'est-à-dire ça régule bien les saignements pour les femmes qui avaient des saignements irréguliers ou trop abondants. Ça régule bien les douleurs. Ça permet aussi généralement un meilleur contrôle des effets secondaires au niveau de la peau, hein, alors que les pilules progestatives, ça peut plutôt aggraver, par exemple, l'acné. Voilà. Et en termes j'ai dit que ça contrôlait mieux les saignements pour les femmes qui avaient des règles trop abondantes, par exemple. Ça s'associe aussi beaucoup moins souvent de petites anomalies, de petits saignements qui surviennent un peu n'importe quand et qui peuvent être très gênants, qui surviennent beaucoup plus souvent avec les pilules progestatives pures, donc sans estrogène. Donc ça, c'est les nombreuses. Voilà. Alors ensuite, il y a des effets qui ont été décrits pour ces pilules estroprogestatives en termes de réduction du risque d'un certain nombre de cancers. Et donc, par exemple, le cancer de l'ovaire, qui est une maladie grave et qui est réduite de 50% au bout de 5 ans d'utilisation. Donc, et qui, quand on arrête la pilule, 10 ans ou 20 ans après, on a encore 25% de risque de cancer de l'ovaire en moins. Donc, on connaît extrêmement peu de traitements qui sont aussi efficaces pour prévenir un cancer. Et par exemple, chez des femmes qui ont des anomalies génétiques qui les prédisposent au cancer, c'est même dans beaucoup de pays d'Europe recommandé d'utiliser cette pilule pour diminuer ce risque de cancer de l'ovaire. Ça réduit aussi. Tout à fait, ouais. Ça réduit aussi le risque de cancer de l'endomètre, qui est la petite muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus, et ça réduit aussi le risque de cancer du côlon. Donc ça fait beaucoup de bénéfices. C'est très bien de le préciser parce qu'il y a beaucoup d'idées qui circulent sur le fait que la pilule donne le cancer, mais sur le cancer du sein alors, parce qu'il y a des papiers qui ont dit que ça pouvait augmenter à long terme le risque de cancer du sein, puis après ça a été démenti. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ça reste vrai, mais dans une proportion très marginale. Et donc, ça augmente sur le long terme de façon très marginale, c'est-à-dire moins de 1,2 fois l'augmentation de risque et de 1,2 maximum. Et donc, c'est l'augmentation du risque sur la vie, si tu veux. Et en fait, en temps réel, quand on est une femme jeune qui prend la pilule, on a un risque nul d'avoir un cancer en pratique à ce moment-là. Donc, pendant qu'on prend la pilule, le risque est augmenté de façon extrêmement marginale. Alors, ça reste vrai avec les pilules les plus récentes. Hein. Il y a eu des grosses études récemment. C'est peut-être un peu plus vrai quand on commence très très jeune la pilule. Mais surtout, ce qui est important, c'est quand on arrête la pilule, ce risque disparaît en quelques années. D'accord. Donc, si on a pris la pilule un certain temps, 5 ans après l'arrêt, c'est terminé, on n'en parle plus de ce risque. Ouais. Donc, il faut quand même rassurer les patients. Oui, sur le fait que la pilule, ça donne pas des maladies graves, des maladies rares. Et quand ça en donne, c'est vraiment dans des proportions très faibles. C'est des risques très faiblement élevés. Donc, je parlais tout à l'heure, ces personnes qui ont un haut risque de cancer de l'ovaire, à qui on la recommande, ces mêmes personnes ont aussi un très haut risque de cancer du sein. Et pourtant, on continue à leur recommander cette contraception parce que l'augmentation est extrêmement marginale. D'accord. Ouais, c'est important de préciser ça. Bon, c'est très bien. Et alors, sur des effets plus communs et qui gênent plus les patientes au quotidien, c'est le poids. Est-ce que la pilule, ça fait grossir? Alors, la pilule, alors les méta-analyses, comme on dit, les grosses analyses de grosses études cliniques, montrent que ça fait, alors, pas grossir du tout, ce serait mentir, mais que l'augmentation de poids est extrêmement faible. Alors, pour certaines, ça peut paraître beaucoup de prendre 1 ou 2 kilos. Ça reste quand même très faible comme prise de poids. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que la pilule toute seule, ça ne fait pas prendre 10 kilos. Quand on prend 10 kilos et qu'on pense que c'est la pilule, c'est qu'il y a eu autre chose qui s'est ajouté. Ou bien, moi, ce que je dis souvent à mes patientes, c'est que, par contre, ça modifie un petit peu la manière d'être, de vivre, etc. Et ça peut un petit peu ouvrir l'appétit. Donc, quand on mange plus, on prend du poids. Donc, il faut pas dire aux gens, ça n'a aucun impact. Ça peut avoir un impact, mais pas du fait des hormones, mais du fait d'une modification du style de vie. Ça peut avoir des impacts variés en fonction des gens et qui peuvent avoir tendance à s'alimenter un peu différemment ou manger un peu plus. Et puis, il faut chercher aussi une autre raison de prendre du poids si vraiment il y a une prise de poids anormale. Voilà. Comme la thyroïde, par exemple. Sur la thyroïde, oui, c'est ça. Voilà. Et alors, il y a une autre question qui est vraiment récurrente dans les consultations, c'est l'altération de la libido. Et
on a même l'impression que les patientes nous en parlent plus maintenant qu'il y a quelques années. Est-ce que la pilule altère la libido et est-ce que toutes les pilules ont un impact? Enfin, ouais. Alors, moi, ce que je discute souvent et ce que je remarque, c'est que en fait, la pilule, ça consiste à annuler les variations hormonales d'une femme pendant son cycle. Hein. Normalement, pendant le cycle, il y a un pic d'hormones au moment de l'ovulation. Hein, la nature est bien faite et donc la libido est plutôt plus active à cette période-là pour justement faciliter les chances de grossesse. Et donc, sous pilule, en fait, tout ça, ça se retrouve un peu nivelé. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de cette absence de variation au fil du mois, mais d'ailleurs de leur humeur aussi, d'un certain nombre de choses, et que ça perturbe beaucoup. Donc, et puis il y a des femmes chez qui la libido est vraiment diminuée de façon globale. Donc ça, effectivement, ça peut survenir sous pilule. Et donc, on peut essayer de modifier un petit peu la composition de la pilule, hein, de changer les molécules qui sont dedans, essentiellement le progestatif, pour essayer d'avoir un progestatif qui a un peu plus d'activité similaire aux hormones masculines, puisque ce sont elles qui gouvernent la libido chez les femmes aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est les progestatifs androgéniques. Voilà. C'est ça, c'est vraiment des questions récurrentes et il y a même des questions, des remarques presque désagréables sur les pilules. Ce qu'il faut voir aussi, enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais les pilules, ça a un effet très bénéfique sur les saignements, l'abondance des saignements, les douleurs de règles, en particulier les patientes qui ont l'endométriose ou qui ont des règles très douloureuses, même sans endométriose, et que ça, c'est un effet bénéfique qu'on met jamais dans la balance bénéfice-risque de la pilule. Alors, la libido, c'est quelque chose de fragile et de multifactoriel. Donc, c'est sûr que quand on a très mal pendant les rapports, ça a un impact majeur. Mais donc, bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans la libido. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de dysménorrhée, donc de douleur pendant les règles, qui n'ont pas de douleur pendant les rapports, et qui quand même remarquent des variations. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte. Et nous, c'est notre job d'essayer de changer l'association qu'on a proposée pour essayer d'améliorer les choses. Pas des symptômes à négliger, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce que les contraceptions hormonales, orales ou en patch ou avec des anneaux ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients? Alors oui, enfin globalement les mêmes avantages. Alors bon, avantage surajouté du patch et de l'anneau, c'est qu'on n'est pas obligé de les prendre tous les jours. Donc tu sais, le patch, on le change toutes les semaines, l'anneau, on le change une fois par mois. Donc ça peut être une diminution des contraintes. Ensuite, sinon le fait que ce soit administré par voie orale ou pas orale, en gros, ça garde les mêmes bénéfices et les mêmes inconvénients aussi potentiels, qui sont beaucoup plus rares que les bénéfices, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et donc, on reste dans les mêmes proportions, grosso modo. Et donc, ça, c'est très bien. Et sur les thromboses aussi, alors sur le tabac, il y a des questions aussi sur les thromboses et sur le tabac. Est-ce qu'on donne une pilule œstroprogestative à une jeune femme qui fume? Alors, on donne une pilule à une très jeune femme qui fume, oui. On peut, si elle fume pas trop, c'est-à-dire maximum un demi-paquet par jour. Et quand je parle de très jeunes femmes, c'est déjà beaucoup. Et quand je parle de très jeunes femmes, je parle de femmes de moins de 35 ans. Puisque au-delà de 35 ans, au-delà de 35 ans, en revanche, 35 ans, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Donc il y a l'âge, le tabac, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, toutes ces anomalies qui peuvent aggraver le risque d'avoir un accident vasculaire sous traitement ou spontanément d'ailleurs. Hein. Et donc, quand on passe 35 ans, on a un facteur de risque en plus. Et donc, de fait. Et donc, à chaque fois qu'on a en plus un autre, c'est-à-dire par exemple fumer ou par exemple avoir du diabète, ça bloque la possibilité de prescrire une contraception œstroprogestative, que ce soit par voie orale ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter, penser au fait que c'est toutes ces patientes qu'on suit depuis des années, on ne voit pas vieillir. En fait, comme tout le monde, elles prennent chaque année une année de plus. Et donc à partir de 35 ans, il faut revoir la façon d'analyser tout leur environnement pour adapter leur contraception. Bon, et donc ça me permet du coup de switcher sur les stérilés. Donc après 35 ans, il faut favoriser une contraception par un stérilet.
Alors, on pour peut éviter les proposer, facteurs de risque. voilà, alors soit on switch vers une contraception progestative sans estrogène, parce que le problème des accidents vasculaires, c'est lié aux oestrogènes dans les contraceptions. Soit on switch vers un dispositif intra-utérin. Oui, tout à fait. Les progestatives, alors on les donne moins maintenant, puisqu'il y a eu tout un tas d'histoires sur les pilules, enfin, ou les médicaments progestatifs donnés comme pilules qui donnent des méningiomes. Donc on a moins de pilules progestatives. Non, alors en fait, les pilules progestatives dont je parle depuis le début, ce sont des pilules progestatives à toute petite dose qui ont une autorisation pour la contraception. Celles dont tu parles là à l'instant n'ont pas d'autorisation officielle pour la contraception. C'est des traitements qu'on donne pour traiter l'endométriose, pour traiter les saignements associés au fibrome, ce genre de choses, mais qui normalement ne sont pas donnés en première ligne. En tout cas, en contraception, c'est réservé à des cas très complexes de contraception très difficiles. Celles dont je parle depuis le début, c'est des toutes petites doses de progestatifs pour lesquelles, là, il y a eu des très, très grosses études européennes sur les méningiomes, bien sûr, et avec ces pilules très faiblement dosées, il n'y a pas de signal d'alarme aucun sur les méningiomes. Mais par contre, il y a les patientes qui se plaignent d'avoir des spottings. Il y a beaucoup plus fréquemment Alors des voilà, patientes qui saignent. ça en revanche, c'est le vrai souci avec ces contraceptions-là, c'est les petits saignements qui sont imprévus et c'est pour ça qu'ils sont très mal tolérés, c'est parce qu'ils surviennent n'importe quand. Et donc ça, il y a eu des tentatives pour associer d'autres médicaments pour améliorer ça. Pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment de très bonnes solutions. Oui, il y a des modifications des molécules progestatives, de nouvelles qui arrivent dans le commerce là depuis peu, qui donnent des saignements, des profils de saignements un peu meilleurs, surtout au début. Et c'est vrai que c'est pendant les 3 à 6 premiers mois où c'est le plus chaotique souvent. Après, ça finit par se calmer en général. Ce qu'on dit souvent, je pense que tu dis la même chose, il faut se donner au moins 3 mois pour dire qu'on tolère ou pas une pilule. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Et que les saignements, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose d'inquiétant pour nous. C'est pas inquiétant du tout, mais ça peut être très inconfortable. Et puis, comme tu sais, dans certaines cultures, on n'a pas de rapport quand on a des saignements. Donc, on prescrit une contraception qui empêche les rapports, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, contraceptif. Voilà, c'est ça, ça marche très bien. Et alors, on a des questions du coup sur le stérilet et en particulier sur le stérilet chez les femmes nullipares, donc les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc moi, j'ai tendance à en poser sans difficulté, enfin, sauf contre-indication. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a des dispositifs intra-utérins maintenant qui sont formatés, qui sont petits, puisque les utérus de femmes qui n'ont jamais eu de grossesse à terme sont plus petits. Et donc, on a des dispositifs qui sont formatés pour les petits utérus maintenant. Et donc tout l'historique là sur ces difficultés pour les femmes nullipares à porter ces dispositifs, c'était le risque d'infection pelvienne et puis de séquelles à type d'infertilité. Et en fait, maintenant qu'on a d'abord des petits dispositifs et puis qu'on a une stratégie de pose où si on a un doute, on peut faire des prélèvements pour éliminer une infection avant de poser le dispositif. On a en fait dans les études plus d'inquiétude de ce point de vue-là. Donc les femmes qui le désirent et qui n'ont jamais été enceintes peuvent tout à fait porter un dispositif intra-utérin. Voilà, et si elles ont une aventure, elles utilisent des préservatifs comme d'habitude. Exactement, ça change rien. Et c'est très confortable. C'est une contraception confortable, on n'a pas besoin d'y penser. C'est ce qu'on appelle les long-acting reversible contraception, donc les LARC. Et donc, alors il y a 2 types de dispositifs intra-utérins. Il y en a un qui est au cuivre. Le cuivre a un effet toxique sur les spermatozoïdes, en plus d'avoir un effet anti-implantation, etc. Et puis l'autre qui délivre un progestatif dans l'utérus. Donc, ils ont un profil de saignement très différent l'un et l'autre. Donc, le cuivre, ça peut augmenter un peu les règles, alors que l'autre, ça les diminue considérablement, voire ça les fait disparaître. Donc, en fait, il faut s'adapter à la demande de chaque femme. Si on a une femme qui a l'habitude d'avoir des règles très abondantes, à ce moment-là, il vaut mieux lui prescrire celui qui délivre un progestatif, par exemple. Qui est vraiment une très petite quantité de progestatif. Rien à voir avec une pilule. Voilà, toute petite et locale au niveau de l'utérus. Donc, ce qui permet de diminuer l'abondance des saignements. Donc, il y a un avantage supplémentaire. Ouais. Et sur la fertilité, on a des questions là aussi, plein de questions sur la pilule. Est-ce que ça altère la fertilité? Alors non, la pilule, vous arrêtez la pilule, vous pouvez devenir enceinte 14 jours après, puisque vous levez un frein.
Donc le follicule qui était prêt à rentrer en phase terminale avant l'ovulation démarre sa course. Et donc il faut savoir que quand on arrête la pilule, c'est parce qu'on veut vraiment être enceinte et que ça peut survenir 2 semaines après l'arrêt de la pilule. Donc si on n'a pas envie là tout de suite maintenant, il vaut mieux attendre encore un tout petit peu que de se retrouver enceinte 3 mois plus tôt que prévu, quoi. Voilà. Ça marche très bien et ça même initialement la pilule, ça a même été à une époque où c'était compliqué, hein, dans les années 1960, il a fallu faire accepter ça par la société, puis par un membre de la société particulier qui s'appelle le pape. Et donc au départ, pour faire passer ça, cette pilule, c'est le cas de le dire, on a expliqué à tous ces gens-là que c'était un traitement de l'infertilité, parce que chez certaines femmes qui ont un petit peu de mal à ovuler, vous donnez la pilule 3 mois, puis vous l'arrêtez, et au début, elles se remettent à ovuler très régulièrement, justement. Et donc, elles peuvent être enceintes juste après l'arrêt de la pilule. Donc, ça, c'est presque, pour certaines, c'est presque un traitement de l'infertilité, au contraire. Ouais, très bien. Et la prise de la pilule en continu pour pas avoir de règles? Parce qu'il y a des femmes qui trouvent ça pas du tout agréable d'avoir des règles. Il y a des femmes qui souhaitent avoir leurs règles, elles ont besoin d'avoir un rythme, etc., de savoir qu'elles sont pas enceintes, et d'autres qui ne souhaitent pas avoir de règles. Donc, prendre la pilule en continu et supprimer ces règles, est-ce que c'est un problème? Non, alors c'est pas un problème du tout, parce que ça inquiète certaines femmes qui se disent que quelque chose va s'accumuler à l'intérieur de leur utérus et que c'est dangereux. En fait, quand on prend la pilule tout le temps, la muqueuse qui est à l'intérieur, là dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'endomètre, ne se développe pas en fait. Elle reste toute fine. Et donc il y a rien à évacuer en fait. Il y a rien qui pousse à l'intérieur de l'utérus. Et donc il y a pas de danger à ne pas avoir ces règles. Et là encore, c'est quelque chose, les pilules du début, c'était des pilules qu'on arrêtait une fois par mois pour avoir des règles, parce que dans les années 60, c'était inconcevable sur le plan sociétal qu'une femme n'ait plus ses règles. Hein. C'était un truc impossible, quoi. Aujourd'hui, on est en 2021, donc on a des pilules on peut utiliser toutes les pilules en continu. Certaines d'entre elles sont prévues pour avoir 3 mois de traitement puis une semaine d'intervalle. Donc ça fait des règles 4 fois par an. Et aux États-Unis, depuis longtemps déjà, on a des pilules où on s'arrête une fois par an. Et on s'arrête toujours pour des histoires d'historique, parce qu'en réalité, on pourrait très bien continuer pendant plusieurs années sans s'arrêter. Et les études qui ont été faites, où on a quand même prélevé l'intérieur de l'utérus pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème, ont toutes montré qu'il n'y avait aucun souci de ce point de vue-là. Donc, il n'y a pas de danger. Pas de danger. Et alors après, on a des questions sur... avec toutes ces histoires qui circulent sur la pilule, on a plein de femmes qui maintenant refusent de prendre la pilule, ou qui du moins ne souhaitent pas prendre la pilule, et reviennent à des contraceptions naturelles, des préservatifs, ou l'étude de leur cycle. Je trouve que c'est pas très moderne comme façon de vivre sa sexualité, mais je suis d'accord, moi, avec les patientes qui souhaitent faire ça. Mais et toi, qu'est-ce que tu penses de la contraception naturelle? Alors, moi, je pense que la contraception naturelle, il y a 2 périodes de la vie où elles sont peu adaptées. En particulier, c'est les femmes très jeunes, et puis les femmes après 35 ou 40 même, parce que même si elles ont appris à très bien se connaître, alors les très jeunes ne se connaissent pas très bien, et puis elles peuvent avoir des règles un peu irrégulières au début, dans les 2-3 premières années, et donc c'est difficile d'intégrer toutes ces informations-là, même si on a une appli, etc. L'appli, elle suit plus le mouvement là quand les règles sont irrégulières. Et puis quand on a appris à très bien se connaître et qu'on rentre dans la phase où petit à petit les cycles vont être de plus en plus irréguliers, c'est pareil, on n'arrive plus à savoir où on en est dans le cycle. Donc c'est 2 périodes de la vie où c'est pas très bien adapté. Alors chez les très jeunes, elles sont en plus très fertiles, donc c'est encore plus risqué, un risque d'avoir une grossesse qu'on ne souhaitait pas. Et chez les femmes de la quarantaine, elles sont un petit peu moins fertiles, donc il y a peut-être moins de risque d'être enceinte. Ça introduit un niveau de stress, moi je trouve, globalement dans la sexualité, comme tu le disais, qui est difficilement acceptable. Mais si on est plus stressé, encore plus stressé parce qu'on prend la pilule, de toute façon, bon, il faut faire un choix. Donc voilà, mais pour moi, c'est pas des contraceptions extrêmement efficaces de toute façon. Alors les préservatifs, oui, mais quand on est très jeune, il vaut mieux associer un spermicide en plus, donc ça encore plus compliquer les choses, pas forcément très glamour, quoi. Et puis il faut avoir son stock de pilules du lendemain aussi, parce que quelquefois un préservatif ça craque ou ça s'enlève pas comme il faut, et donc il faut bien avoir acheté à l'avance sa pilule du lendemain pour pouvoir parer à toute éventualité. Et alors, est-ce que c'est grave justement de prendre plusieurs fois la pilule du lendemain? Alors grave, on peut pas dire que ce soit grave, mais c'est pas fait pour ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait la pilule du lendemain? Ça décale l'ovulation de quelques jours.
Donc, Ça évite la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule voilà, mais nature. Qui vient d'être ovulé, il faut se méfier de ce que les spermatozoïdes restent dans les trompes, etc. pendant 5 jours vivants, donc ils restent actifs. Donc la pilule du lendemain, elle marche pour protéger pour un rapport qui s'est passé non protégé. Si on commence à accumuler les rapports non protégés, on va rapidement perdre le fil du nombre de jours pendant lesquels on est protégé, donc c'est pas souhaitable. Et puis il y a une étude, parce que finalement on s'est dit cette pilule du lendemain, pourquoi on l'utiliserait pas en fait comme contraception occasionnelle pour les femmes qui n'ont pas besoin d'une contraception continue parce qu'elles ont des rapports une fois par semaine par exemple. Et donc cette étude-là a montré que les résultats n'étaient pas satisfaisants, que ça entraînait aussi des petits saignements, des petites difficultés. Donc c'est pas quelque chose qui est souhaitable au long cours en fait. On n'a pas encore trouvé la solution. Ouais, c'est tout à fait souhaitable quand il y a un accident de préservatif, un oubli de pilule, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne régulier. Le fait que ça déclenche des saignements quand on le prend, c'est pas grave. Souvent, les patients ont des saignements. C'est pas grave. Alors la pilule du lendemain, ça peut avancer les règles, ça peut les retarder un peu, ou alors elles surviennent au même moment. Tout ça, ça inquiète toujours un petit peu. Tout ça, c'est pas grave. Au moindre doute, il faut vérifier qu'on n'est pas enceinte quand même, si on souhaite pas rester enceinte. Et puis, mais c'est pas dangereux pour la santé. D'accord. Alors aussi, il y a d'autres questions du coup qui sont des corollaires de celles-ci, des jeunes femmes qui veulent pas prendre la pilule, qui souhaitent pas prendre la pilule ou qui souhaitent associer leur conjoint à la contraception et du coup qui nous interrogent sur la contraception masculine. Oui. Alors moi, on m'a interrogé sur les contraceptions masculines hormonales et sur la contraception masculine mécanique, c'est-à-dire avec en gros des slips chauffants. Oui. J'ai vu une femme en consultation aujourd'hui qui m'a parlé de ça. Qu'est-ce que tu nous dis sur la contraception masculine? Alors, sur la contraception hormonale, alors d'abord sur la contraception masculine en général, d'un point de vue sociétal, là encore, ça fait relativement peu de temps que les femmes sont prêtes à accorder leur confiance à leur partenaire. Hein. Pendant longtemps, toutes les études de sociologie qui ont été faites là-dessus ont montré qu'en fait, les femmes n'étaient pas prêtes à faire ça. Ça tombe bien, parce qu'en parallèle, on n'arrivait pas à développer une contraception masculine vraiment simple, enfin et relativement anodine, comme l'est la contraception féminine. Donc là maintenant, on est dans une société qui est prête à ça. Donc il y a 3 types de contraception pour les hommes. En fait, il y a contraception hormonale qui est toujours en développement, donc qui consiste grosso modo à leur donner, comme aux femmes d'ailleurs, des progestatifs pour bloquer le fonctionnement de leurs testicules, qui produisent plus de spermatozoïdes, mais plus non plus de testostérone. Donc là, c'est comme on disait tout à l'heure, une contraception où il n'y a plus de rapport, ça marche très bien en effet. Et donc on leur rajoute un peu d'androgène dans le mélange. Donc c'est toujours en maturation, mais ça va finir par voir le jour. Donc ça, voilà. Et puis a priori, on aura les mêmes préoccupations d'un point de vue général pour les hommes que pour les femmes en termes de tolérance vasculaire, etc. Enfin, pas plus que ça et pas moins non plus. Mais bon, après tout, on partage, hein, c'est normal. Après, donc il y a la contraception thermique, donc parce que les testicules sont dans les bourses, justement parce que c'est à cette température-là qu'ils fonctionnent normalement, c'est-à-dire en dessous de 37 degrés. Et donc il y a un système de slip chauffant qui a été inventé il y a bien longtemps à Montpellier, hein, et qui fonctionne très bien, qui est juste un petit peu compliqué à utiliser pour certains messieurs. Enfin, c'est relativement contraignant. Il faut y penser, le porter suffisamment d'heures dans les 24 heures, etc. Il faut le porter 15 heures pour 24 heures, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas accessible à tous les hommes. Vous pourrez vous amuser à aller regarder sur Internet. C'est pas non plus hyper sexy comme dispositif pour le moment, mais ça va sûrement s'arranger un jour. Mais ça marche très bien. Et c'est réversible. C'est réversible, bien sûr. Alors, c'est pas efficace tout de suite, hein, puisque le cycle de la spermatogénèse, c'est 3 mois, donc ça marche pas dès le début. Il faut avoir eu le slip chauffant pendant suffisamment longtemps pour qu'il y ait plus de production de spermatozoïdes du tout. Voilà. Et puis la troisième stratégie qui existe aussi pour les femmes, d'ailleurs, c'est la contraception définitive, et qui est beaucoup plus simple finalement pour les hommes, parce qu'en fait, ils font un recueil de sperme avant de se faire ligaturer les canaux déférents. Et s'ils souhaitent une grossesse plus tard, ils pourront utiliser ce sperme congelé et faire une insémination intra-utérine. C'est quand même plus simple que pour les femmes. Une fois qu'elles se sont fait ligaturer les trompes, sont
risquent fort d'avoir besoin d'une fécondation in vitro si elles veulent de nouveau un bébé. Oui. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Et la ligature de trompe chez les femmes, c'est préconisé à partir de quand? Enfin, c'est préconisé, Alors, c'est autorisé, faisable, envisageable à partir de quand? il y a plus d'âge limite inférieur. Hein. Pendant longtemps, Ouais. c'était après 40 ans, etc. Maintenant, il n'y a plus d'âge limite inférieur. Alors, c'est vrai que les médecins sont souvent très réticents à faire une ligature à une femme très jeune, parce que ça a Ouais. quand même, a priori, un caractère irréversible, faut le savoir. Hein. Et que on peut tout à fait Définitivement. changer d'avis, on peut tout à fait refaire sa vie, on peut tout à fait, enfin, il peut se passer plein de choses dans la vie d'une femme. Et donc c'est vrai que effectivement, ce dont se plaignent les femmes, c'est de rencontrer des médecins qui sont pas à l'écoute de leurs demandes. Ouais. Bon, une fois qu'on a bien conscience du caractère irréversible des choses, légalement, en tout cas, il n'y a pas de raison pour que un centre de planification et d'éducation familiale, par exemple, procède à une ligature tubaire, même chez une femme de 25 ans. Il faut qu'elle soit Ah oui. majeure. Il faut qu'elle soit majeure. D'accord. Et une question un peu spécifique là d'une patiente qui est sous Dienogest pour l'endométriose, donc sous une molécule progestative Progestative, à récente, petite dose. voilà, qui n'a pas l'AMM sur la contraception. Donc son gynéco lui a prescrit la molécule pour l'endométriose qui est efficace, mais en lui disant, comme c'est écrit sur la notice du Vidal, qu'il faut qu'elle utilise en plus une contraception mécanique, c'est-à-dire des préservatifs. Est-ce que c'est une contraception dont on peut dire, est-ce que c'est un médicament qui a un effet contraceptif ou pas? Alors, c'est un médicament qui bloque l'ovulation. Ça a été très bien démontré à la dose où on le prescrit. Donc, après, c'est une histoire de politique, sémantique, je sais pas comment il faut appeler ça. Donc, voilà, il y a plein de médicaments qui bloquent l'ovulation, mais même une association estro-progestative qu'on connaît bien, qui était qui était prescrite pour l'acné. Il y a eu quelques soucis dans la presse il y a quelques années. Cette association d'éthénylestradiol et d'un progestatif dont la seule autorisation officielle est le traitement de l'acné et de l'hirsutisme, donc la pilosité. C'est une association qui, à l'évidence, est contraceptive. Elle fonctionne exactement comme toutes les autres pilules estro-progestatives, mais officiellement dans le Vidal, elle n'a pas cette autorisation. Voilà. Donc, le Dienogest, c'est pareil. Et puis, il y a plein de molécules et d'associations là qui vont arriver dans le commerce pour traiter les myomes, l'endométriose, etc., qui n'ont pas cette autorisation officielle alors qu'elles le sont, contraceptives. Et ça, c'est un problème de développement des molécules. En fait, les laboratoires font des demandes pour des indications et alors qu'on s'adresse à des femmes jeunes, ils font pas la demande pour la contraception parce qu'elle nécessite des études supplémentaires. Mais pour le Dienogest, ça a été démontré dans toutes les études, ça bloque l'ovulation. Voilà. Mais il n'est pas écrit dans le Vidal que c'est une contraception. Ouais, c'est ça. Et alors après, on a d'autres questions sur à la fois les femmes qui n'ont pas de règles sous des contraceptions œstroprogestatives classiques qui sont prises 3 semaines sur 4, et des femmes qui la 4e semaine n'ont pas de règles, donc ça les inquiète, ou à l'inverse, des femmes qui ont des spottings après même 1 an et demi ou 2 ans d'une pilule œstroprogestative classique. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Alors, je commence par les premières, celles qui n'ont pas de règles du tout. Si ça les inquiète pas plus que ça n'est pas grave. On l'a déjà vu avant. Alors, c'est vrai que quand on prend la pilule 3 semaines sur 4 et qu'on n'a pas ces règles, on peut s'inquiéter d'une grossesse, effectivement. Donc, ça peut être mal perçu. Donc, c'est simplement parce que l'équilibre entre le progestatif et l'estrogène est tel qu'il y a une atrophie de l'endomètre et que donc il n'y a pas de règles. L'endomètre se développe pas, donc quand on arrête la pilule, il n'y a rien à évacuer, il n'y a pas de règles. Donc c'est pas grave, comme on l'a déjà vu, c'est pas de risque pour la santé, mais ça peut être préoccupant. C'est à peu près 5% des femmes, je pense, sous œstroprogestatif. Ouais, c'est ça. Mais donc, du coup, on peut décider d'essayer de changer d'association et voir si ça, à ce moment-là, on a bien des règles ou pas. Après, ça peut varier en fonction du poids. Il y a tout un tas d'événements qui peuvent modifier la pharmacologie de la pilule. Il y a aussi faut se méfier un peu de certains médicaments qui modifient justement le dosage final dans le sang de la pilule. Donc, il faut se renseigner sur tout ça, effectivement. On peut avoir pris un traitement puis l'arrêter. Enfin bon, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis après, il y a les femmes qui se mettent à saigner alors que tout allait bien.
qui se mettent à saigner entre-temps, à un moment c'est pas prévu. Donc là, il faut quand même, vérifier qu'on n'est pas enceinte. Ça peut toujours arriver, même sous pilule. On a un problème de réseau là. Ah. Ouais, voilà, là je te retrouve. Ouais. Donc vérifier qu'on n'a pas une infection, donc ça le médecin fait un examen. Et souvent c'est dû au fait qu'on prend pas très régulièrement sa pilule, c'est la première cause en fait, ça, de petits saignements Quand on imprévus. oublie un comprimé, ouais. Voilà, ça peut saigner un peu. Donc une fois qu'on a vérifié tout ça, on change là encore une fois la pilule. Et le changement de comportement de l'utérus sous cette pilule qu'on prend pourtant depuis des années peut être dû à, encore une fois, une variation de poids, une variation de tout un tas de choses. Donc, il faut s'adapter et changer. D'accord. Et quand on est en surpoids, est-ce qu'on peut prendre la pilule? Il y a des questions là-dessus aussi de femmes qui disent qu'en surpoids, on n'a pas voulu leur donner de pilule, donc elles ont des microprogestatifs qui donnent des saignements. Qu'est-ce qui est le plus indiqué pour les femmes qui sont vraiment en surpoids? Alors, les femmes qui sont vraiment en surpoids, si elles sont uniquement vraiment en surpoids, c'est toujours la même histoire des facteurs de risque. Donc, quand on n'a que le surpoids, on peut prendre, y compris la pilule estroprogestative, qui est aussi efficace chez les femmes en surpoids que chez les autres. Quand on a le surpoids plus un autre facteur de risque, donc le surpoids est 35 ans, là ça bloque, on peut plus. Ou le surpoids et un petit peu de cigarette, on peut plus non plus. Voilà. Donc c'est juste on monte d'un cran en fait dans la classification des facteurs de risque. Et le surpoids en étant voilà, ça diminue les possibilités puisque dès qu'on a quelque chose en plus du surpoids comme 35 ans ou un peu de tabac ou alors bien sûr du diabète ou autre, dans ce cas-là, on ne peut plus prescrire les estroprogestatifs. Donc, il reste bien sûr les progestatifs ou les dispositifs intra-utérins ou plus tard la contraception définitive. Définitive. Et à partir de quel âge on peut prendre la pilule? C'est-à-dire quel est l'âge inférieur, l'âge le plus jeune auquel on peut prendre la pilule? Je pense aux très jeunes femmes qui ont des grosses douleurs de règles, enfin très jeunes femmes, très jeunes filles, qui ont des douleurs de règles très importantes à 13-14 ans et des règles très abondantes. Est-ce qu'on peut leur donner une pilule classique ou pas? Oui, par on peut rapport tout à fait. aux problèmes osseux? Oui. Alors, il y a deux problèmes avec le problème osseux. Il y a la croissance et deux, la fragilisation de l'os qui inquiète toujours tout le monde, qu'on dit qu'on fabrique son os pour la vie pendant l'adolescence. Et que si on fragilise, si la jeune femme n'arrive pas à constituer son os, son stock d'os pour la vie, plus tard elle aura des ennuis. Donc la croissance, c'est vrai que si on n'a pas terminé sa croissance, les fortes doses d'éstrogène, ça peut accélérer la fin de la croissance et on grandit pas beaucoup, mais on soude les cartilages de conjugaison là qui sont les zones où l'os peut grandir. Et donc dans ce cas-là, ça peut effectivement avoir un impact sur la taille finale. Donc chez les très très jeunes filles, on peut se poser la question de donner plutôt un progestatif qu'un estroprogestatif pendant un certain temps. Chez les jeunes filles qui ont fini de grandir, et souvent quand on est réglé, on a quasiment fini de grandir en réalité, dans ce cas-là, il n'y a pas. En fait, on sait maintenant que le stock osseux, il se constitue très tôt, beaucoup plus tôt qu'on l'a dit pendant longtemps. Avant, on disait jusqu'à 20 ans, 21 ans. Maintenant, on pense qu'à 14 ans, c'est terminé. Et donc, on peut tout à fait. Et par ailleurs, la pilule contient tout ce qu'il faut pour l'entretien, par exemple, par ailleurs, du stock en calcium de l'os. Donc, ça fragilise pas du tout l'os, la pilule. Et donc, on peut tout à fait prendre la pilule une fois qu'on a fini de grandir, il n'y a aucun souci. Mais à 13-14 ans, une jeune fille qui a des règles très douloureuses, très abondantes, il vaut mieux qu'elle prenne une pilule microprogestative. Alors, si elle est très jeune et qu'elle n'a pas fini de grandir, ça peut être une discussion. On peut essayer dans un premier temps, et puis si ça fonctionne pas, à ce moment-là, on passe à un estroprogestatif. Surtout, il faut lui proposer, lui expliquer, et puis elle choisit, comme toujours. Oui, toujours. Et alors, est-ce qu'il y a des pilules? On a des questions aussi tu parlais des problèmes de peau, des pilules qui sont plus adaptées sur des jeunes femmes qui ont de l'acné. Oui, alors, oui, il y a peu de données qui comparent les pilules entre elles dans ce domaine-là. Donc, il y a surtout beaucoup de l'expérience de chaque praticien et puis surtout d'essayer et de voir comment ça se passe.
et d'essayer et de changer rapidement les choses. Donc, ça veut dire pour le praticien être disponible pour revoir rapidement ses patientes, pour pouvoir adapter la contraception si ça se passe pas bien. Bon, ensuite, il y a quand même des pilules qui sont réputées moins à risque d'acné que d'autres, qui sont des pilules, alors là on rentre dans des termes un peu difficiles, mais qu'on appelle de 3e génération, alors qui ont la principale inconvénient de ne pas être remboursées. Oui. Donc il y en a une que les dermatologues aiment beaucoup, qui est une association d'éthényl-estradiol et d'un progestatif qui s'appelle le Norgestimate. Il y a plusieurs de ces pilules qui sont commercialisées. Et donc il y en a une dont les dosages changent tout le temps dans le mois, et puis 2 plus récentes dont les dosages restent fixes pendant tout le mois. Et une des toutes dernières commercialisées, l'effort qu'a fait le laboratoire, puisque la Sécu n'a pas accepté les remboursements, c'est de la commercialiser à très faible prix, beaucoup plus faible que d'autres. Donc ça vaut le coup de poser la question aux pharmaciens. Et cette contraception-là, on l'aime bien parce que par ailleurs, elle n'augmente pas le risque de phlébite de manière importante, de caillots dans les D'accord, veines. donc oui, c'est ça. Donc elle a moins de risque de phlébite, Voilà. comme les pilules anciennes, mais elle a les bénéfices des pilules développées plus récemment. Voilà. Et Ouais, ça c'est très d'avoir moins de risque d'acné, en fait. Et sur l'acné, on a une question à propos du stérilet à la progestérone le plus dosé, qui donne de l'acné chez 10% des femmes. Et est-ce que le stérilet à la progestérone petit qu'on peut donner, qu'on peut proposer aux adolescentes, augmente le risque qu'elles aient de l'acné, puisque c'est précisément ces jeunes filles-là qui ont de l'acné? Oui, alors si elles ont déjà de l'acné, ça va pas améliorer forcément les choses. Si elles n'ont pas d'acné, ça va être un effet secondaire minoritaire, peu fréquent, mais qui peut survenir aussi, hein, malheureusement. Oui. Donc ça, il faut essayer, puis on voit ce qui se passe. Dans tous les cas, il faut essayer et trouver la contraception la plus adaptée, la plus confortable pour chaque patiente. Pour chaque femme, oui, Et c'est ça. on a beaucoup de contraception, enfin de moyens de contraception différents, et on finit toujours par trouver quelque chose de confortable et d'adapté. C'est ça. Puis on continue à en avoir sans arrêt de nouveaux, hein, qui arrivent régulièrement sur le marché pour un meilleur confort d'utilisation et moins de risques pour la santé. Donc, ouais, moindre risque. D'accord. Alors, et dernière question sur le cholestérol. Il y a des questions sur j'avais du cholestérol, est-ce que je peux prendre une pilule? Ou bien on m'a découvert du cholestérol avec ma pilule. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on dose tous les cholestérols déjà, parce que la pilule, alors les pilules progestatives n'ont aucun impact sur le cholestérol, donc ça on les met de côté. Donc c'est celles qu'on choisit de préférence pour les femmes qui ont déjà un problème de cholestérol connu, mais il faut que ce soit un problème grave. Et donc le problème grave, c'est dans le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Donc le bon s'appelle HDL et en fait il augmente sous pilule normalement, et le mauvais s'appelle LDL et il diminue sous pilule. Après, on peut avoir un problème familial, hein, c'est souvent génétique, qui fait qu'on a un LDL cholestérol trop élevé, donc le mauvais trop élevé. Alors, s'il est connu trop élevé de base, mais qu'avec un traitement, on a réussi à le normaliser, on peut prendre la pilule. Si on n'a pas d'autres facteurs de risque vasculaire, pas de surpoids, moins de 35 ans, on fume pas, on n'a pas de diabète, on n'a pas d'hypertension, tout ça. Donc là encore, on rentre dans l'histoire des facteurs de risque, et quand on en a un deuxième, ça passe plus. Donc il y a ça, donc on peut avoir une hypercholestérolémie traitée et contrôlée par les médicaments, et ces femmes-là, pour ça, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque et pas de complications, on peut leur proposer la pilule. Après, il y a celles chez qui on trouve une anomalie du cholestérol sous pilule, et là c'est pareil, il faut vraiment que ce soit le mauvais cholestérol qui s'augmente de façon significative. Sinon, c'est pas grave. Quand c'est le bon cholestérol, ça pose aucun problème. Et finalement, ce qui soucie le plus, c'est pas tellement le cholestérol dans cette histoire, parce que ça bouge très lentement. Et puis ça donne des ennuis de santé très lentement. C'est l'autre partie des graisses qui s'appelle les triglycérides, qui elles peuvent monter très vite, redescendre aussi très vite, et sous pilule elles peuvent augmenter de façon significative, et là c'est dangereux pour la santé à court terme. Donc c'est plutôt ça qu'on cherche en fait, hein, quand on fait la prise de sang à 3 mois, c'est plutôt ça qu'on recherche. D'accord. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait beaucoup, on a répondu à beaucoup de questions, on a fait le tour de la contraception en général. Très bien. Du coup, on te remercie beaucoup pour ces réponses très précises. C'est moi qui vous remercie. Je te remercie et puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde. On te souhaite de bonnes vacances. Merci. Et demain,
on À a un live bientôt. sur la fertilité avec le Bravo. professeur Oliven. Super. À Passez une bientôt. bonne soirée alors. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Au revoir.